Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre présence parmi nous ce soir pour une soirée littéraire dans le cadre des colloques de Menton. Je vois dans la salle des visages familiers, mais aussi des nouvelles personnes. Alors pour les nouvelles personnes qui viennent pour la première fois sur le campus de Sciences Po à Menton, bienvenue. Nous sommes immensément heureux de vous avoir parmi nous. Si vous souhaitez revenir, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse email sur le petit carnet que vous trouverez sur la table au niveau de la grille d'entrée. Nous vous accueillerons à nouveau avec grand plaisir. Pour tous les autres, et notamment, ça me fait très plaisir de voir des lycéennes et des lycéens du lycée Pierre et Marie Curie. Voilà, nous sommes en proximité immédiate des vacances de la Toussaint. Il est tard pour vous, vous êtes venus. Merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. Monsieur le maire, bonsoir. Madame la sous-préfète, merci infiniment aussi d'être parmi nous. Madame Isabelle Jarry, vous êtes à l'honneur aujourd'hui en compagnie de George Orwell, votre compagnon. Ma vie avec George Orwell, un livre qui paraîtra le 16 octobre prochain aux éditions Gallimard. Nous avons l'honneur et la chance de pouvoir en parler dès ce soir, 9 octobre. Il vous sera proposé à la vente à la fin de la conférence. Vous pourrez aussi vous le faire dédicacer par Madame Isabelle Jarry. Merci infiniment à Inès Bengalaya et Jibril Belkebir, tous deux étudiants de deuxième année sur le campus de Sciences Po à Menton, d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice de la modération, de l'animation de cette soirée. Donc Jibril, Inès, merci infiniment pour cela. Nous sommes très heureux, j'en profite pour remercier Madame Cartarassa, Madame Juste, pour ce partenariat. C'est la deuxième année que le campus de Sciences Po à Menton est partenaire des colloques de Menton. Les colloques de Menton, c'est une belle tradition, ici à Menton, d'animation de la vie intellectuelle depuis 1999. J'avais eu l'occasion d'y participer en tant qu'étudiant en 2007 et en 2008. Et je suis vraiment immensément fier que dorénavant, longue vie à cette nouvelle tradition. Ce sont toujours les 2 premiers samedis du mois d'octobre, pendant lesquels vous pouvez vous rendre au Grand Théâtre Francis Palmero du Palais de l'Europe pour écouter des tables rondes, des conférences très intéressantes. Elles sont en général organisées en début d'après-midi. Et dorénavant, le jeudi, entre les 2 samedis, c'est une soirée qui est proposée à Sciences Po, animée, modérée par des étudiantes et des étudiants de Sciences Po. Alors, on a pris une direction littéraire, à voir si elle perdurera dans le temps. L'an dernier, nous présentions un ouvrage de Sébastien Spitzer. Aujourd'hui, l'ouvrage d'Isabelle Jarry. J'espère que ça vous plaira. Merci encore pour votre présence nombreuse. Je vous souhaite une très belle soirée et à nouveau, bienvenue sur le campus de Sciences Po à Menton, en cette année très particulière pour nous, parce que le campus célèbre son 20e anniversaire. Donc j'en profite aussi pour souhaiter une longue vie au campus de Sciences Po à Menton. Et sans plus tarder, je vous prie d'accueillir M. Yves Juel, maire de Menton. Donc, Madame la sous-préfète, Monsieur le directeur de Sciences Po, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, oui, c'est vrai que c'est un partenariat depuis 20 ans, pas très longue, parce que 20 ans c'est une histoire d'amour, mais à 20 ans elle n'est pas très longue, donc c'est une belle histoire d'amour qui est appelée en effet de tous mes voeux et du vôtre d'ailleurs, à durer beaucoup plus longtemps, parce que ce partenariat étroit, même si de temps en temps certains esprits chagrins en font état, c'est une chance inespérée pour Menton. La preuve encore, en dehors des cours qui sont diffusés à près de 500 élèves de 80 nationalités différentes, c'est vraiment la présence de Menton qui ressort sur toute la Méditerranée, le Canada, les États-Unis. Bref, c'est une chance inespérée. Et quand ce soir on a la chance en plus d'avoir cet intermède entre les 2 colloques du 9 et du 11, du 4 et du 11, excusez-moi, avec l'intermède du 9, d'accueillir Madame Isabelle Jarry, que je salue, qui va donc nous raconter en effet sa vie avec George Orwell. Et puis, le rôle de modérateur, c'est pas toujours évident. Quand on voit dans les colloques, en général, c'est quand même le rédacteur du Point qui fait le modérateur. Donc, monsieur et madame, mademoiselle, ce soir, attention, il faut vraiment que vous êtes
regardez comme les rédacteurs d'un grand magazine, mais je sais que vous en avez le talent et qu'on aura le plaisir de vous entendre. Donc pour moi, c'est une fois encore la joie d'être présent à Sciences Po, la joie de pouvoir intégrer, comme depuis 2 ans, l'a dit le directeur Sciences Po, à ces colloques, puisque les colloques, c'est une tradition depuis très longtemps, qui est respectée, que mon prédécesseur avait mis beaucoup de cœur à maintenir, et qu'on va maintenir, parce qu'il faut montrer que Menton est une ville culturelle, c'est une ville universitaire, on le voit avec Sciences Po et d'autres écoles, c'est une ville où il fait bon vivre, et puis quand on sort de Sciences Po, qu'est-ce qu'on a devant nous? La plus belle vue qu'on peut avoir, c'est-à-dire toute la vue sur la vieille ville de Menton et son campanin. Donc très belle soirée à vous, et merci madame de nous faire l'honneur de ce soir nous présenter votre prochain roman qui, comme l'a dit Youssef, sortira le 16 octobre, qu'on va dévorer avant. Merci monsieur le maire. Merci monsieur le maire pour ces mots très gentils. Alors, mesdames et messieurs, en vos titres, fonctions et mérites, bonsoir et bienvenue. Nous sommes très heureux avec mon camarade Djibril d'ouvrir cette rencontre consacrée à Ma vie avec George Orwell en présence d'Isabelle Jarry. Pour être tout à fait honnête, nous avons longtemps réfléchi à la manière de vous présenter, Madame Jarry. Et à vrai dire, nous avons beaucoup hésité. Parce qu'il y a 1000 façons de présenter une écrivaine, et aucune ne lui ressemble vraiment. Alors bien sûr, on pourrait évoquer le parcours universitaire impressionnant. Une double formation en sciences et en lettres, un doctorat, plusieurs maîtrises et une œuvre déjà très riche. Mais ce serait réellement passer à côté de ce qui la définit le mieux, ce qu'elle vit, ce qu'elle écrit, ce qu'elle cherche. Isabelle Jarry a cette voix tranquille qui regarde le monde avec précision, sans pourtant jamais cesser de s'en étonner. Elle écrit comme on explore un paysage, avec lenteur, avec respect, attentive à ce qui vit, à ce qui relie. Chez elle, la science n'exclut pas la poésie, la vérité n'empêche pas la beauté. Une vérité qu'elle interroge aujourd'hui à travers George Orwell, cet écrivain dont la lucidité n'a rien perdu de sa brûlure, et qui, dans Ma vie avec George Orwell, devient presque un compagnon d'âme, un guide à travers le brouillard du langage et des illusions modernes. Alors, plutôt qu'une discussion ou une présentation, disons que ce soir, nous ouvrons l'espace à la conversation. Sur le pouvoir des mots, déjà, sur la responsabilité des écrivains, et peut-être sur cette forme d'honnêteté qu'Orwell appelait tout simplement la décence. Merci d'être ici pour écouter, réfléchir et, espérons-le, vous émerveiller un peu. Madame Jarry, bienvenue et merci encore. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. On s'est parlé avant cette rencontre avec Djibril et Inès, en visio 2 fois. Ils ont eu la gentillesse de lire le livre en avant-première, puisqu'il ne sera disponible que la semaine prochaine. Donc malgré tout le travail que Sciences Po leur donne, ils ont fait cet effort de lire l'ouvrage. J'allais dire parcourir, mais je suis sûre qu'ils l'ont lu intégralement. Et pour ça, je les en remercie beaucoup. Et je me réjouis d'avance de cette conversation avec eux. Alors tout d'abord, on aimerait discuter avec vous en commençant par cette question, parce que vous avez déjà parlé de George Orwell. Vous lui avez déjà consacré un livre il y a 20 ans. George Orwell, 100 ans d'anticipation. Qu'est-ce qui a changé entre ces 2 lectures d'Orwell pour vous ? Ça, c'est très intéressant. En fait, j'ai écrit en 2003, c'était le centenaire de la naissance d'Orwell, qui est né en 1903. Et en fait, c'était une commande. Moi, j'étais une lectrice d'Orwell, mais bon, pas plus que ça. Et mon éditeur, peut-être certains d'entre vous ont croisé Philippe Claudel samedi dernier. Eh ben, on avait le même éditeur. On a été longtemps dans la même maison et c'est un très bon ami aussi. Et donc, cet éditeur me demande d'écrire un livre pour le centenaire d'Orwell. Et je me dis, tiens, pourquoi ? Enfin bon, les conditions étaient un peu particulières, je venais d'avoir un bébé, donc normalement j'aurais dû refuser. Mais là, je me suis dit, quand même, c'est pas n'importe qui. Et comme il y avait une très bonne biographie d'un Anglais, donc, qui est indépassable à mon avis, je me suis dit que j'allais pas écrire une biographie, et j'ai écrit une sorte d'abécédaire avec 26 entrées, donc les 26 lettres de l'alphabet,
qui correspondait à 26 petites nouvelles d'anticipation à la manière de George Orwell. Et chaque petite nouvelle d'anticipation, qui était une forme d'hommage d'un écrivain à un autre écrivain, pour reprendre sa manière, et chaque petite nouvelle était mise en regard d'une des facettes de sa vie. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, vous aviez une vision assez complète de qui était George Orwell en tant qu'homme et écrivain, mais en prime, vous aviez 26 petites nouvelles d'anticipation écrites en 2003. Et c'est marrant parce que je pense que l'actualité brûlante, un adjectif qu'Inès a utilisé, d'Orwell est vraiment revenue pendant le confinement de 2020. Quand la Chine a mis en place un contrôle par caméra, quand il y a eu ces attestations, enfin ça paraît loin aujourd'hui, mais on s'en souvient quand même très bien, quand on a tout d'un coup eu besoin vraiment de pister tous ceux qui pouvaient éventuellement diffuser la maladie, etc. Et là, on s'est mis à reparler d'Orwell. Et depuis 2020, je me disais, il faudrait refaire quelque chose sur lui. Et j'ai relu, je relis jamais mes livres, mais là, j'ai relu ce livre de 2003. Et ce qui m'a frappé, c'est que toutes les nouvelles que j'avais alors écrites, sur les 26, il y en avait au moins la moitié, c'était la réalité d'aujourd'hui. Et en fait, c'est ça l'anticipation. En fait, l'anticipation, c'est juste une manière de parler d'aujourd'hui, mais en le projetant dans un avenir indéfini, dont on ne donne pas le terme, bien qu'Orwell l'ait fait en choisissant 1984 comme titre, mais en 1984, ça ne nous paraissait pas du tout pertinent, alors qu'aujourd'hui, on est dedans. Voilà. Donc je pense que ce qui est frappant, c'est qu'en 2003, Orwell était quand même... Ouais, ça faisait sens, plus qu'en 1984. Mais aujourd'hui, je crois que c'est encore plus frappant à quel point sa vision d'une société totalitaire a été pertinente et comment chaque jour le monde ne manque pas de pouvoir totalitaire. On peut vérifier la justesse et la pertinence de sa vision. Merci. Bon. Vous aurez peut-être toutes et tous la chance de vous plonger dans la lecture de cette œuvre dès ce soir en nous quittant. Mais peut-être une question sur ce titre, Ma vie avec George Orwell. Il vous a de fait été un petit peu imposé par la maison d'édition. C'est une collection en fait. C'est une collection de la maison Gallimard, Ma vie avec. Il y a 11 autres références. Oui. Mais qu'est-ce que veut dire vivre avec un auteur? Et qu'est-ce que veut dire vivre avec George Orwell? C'est vrai que Ma vie avec, c'est pas forcément le titre que j'aurais choisi moi si j'avais lancé cette collection. Elle fait suite à une très belle collection qui existait chez Gallimard qui s'appelait L'un et l'autre. Et L'un et l'autre, c'était un écrivain qui parlait d'un écrivain. Et je trouve qu'il y avait plus de profondeur dans L'un et l'autre, alors que Ma vie avec, il y a un côté peut-être un petit peu plus frivole et un peu plus mensonger aussi, parce que ma vie ne se passe pas entièrement avec George Orwell. Et c'est plutôt mes affinités avec lui. Donc... mais le titre, c'est le titre de la collection, donc j'étais heureuse de le faire. Maintenant, le principe, c'est qu'en effet, un écrivain parle d'un autre écrivain, mais il lance des ponts, en fait. Il explique pourquoi c'est Orwell. J'aurais pu en choisir d'autres, mais je trouvais intéressant de comprendre pourquoi moi, qui n'étais a priori pas destinée à m'intéresser à un auteur comme lui, parce que moi, je suis une romancière, et ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est la fiction et les grands romanciers. Je suis une grande proustienne. Mais Orwell a quelque chose dans son écriture qui est de l'ordre de l'engagement, et ça, je pense que c'est quelque chose que je trouve fascinant. Parce que autant on a pu connaître les écrivains engagés, on pense à Victor Hugo, bien sûr, mais c'est le plus grand de tous, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire en fait de s'engager quand on est écrivain? Comment ça fonctionne en fait? Et c'était aussi ça qui m'intéressait dans le fait de reprendre ce travail sur ce long compagnonnage que j'ai avec Orwell, qui était justement de comprendre comment un écrivain a pu s'inscrire dans son siècle en portant des idées politiques entre autres. Ok, on a un peu évoqué George Orwell avec cette question et j'aimerais développer un peu dessus parce que dans les échanges qu'on a eus avant cette conférence, avant cette discussion, vous avez évoqué George Orwell comme peut-être un mauvais romancier. Est-ce que ce serait possible de développer un peu cet aspect-là, qui peut paraître surprenant au premier abord? Alors, oui, ça paraît surprenant, mais en fait, je persiste et signe. Je pense que George Orwell était un mauvais romancier
parce que c'est quelqu'un qui a rêvé d'être romancier depuis toujours. Dès qu'il a été étudiant, il rêvait, il a beaucoup lu, comme tous les écrivains, c'est un grand lecteur des classiques britanniques, anglais, américains, etc. Et il rêvait d'être romancier. Et il a écrit plusieurs romans que vous n'avez jamais lus, parce que ce ne sont pas de très bons romans. Et s'il n'avait pas écrit 1984, vous n'auriez plus jamais entendu parler de George Orwell. Parce que tout simplement, son mode d'expression, c'était pas le roman. Il n'est pas bon quand il écrit des romans, sauf 1984, qui, si vous le lisez vraiment, n'est pas très bien écrit. Mais ce qu'il porte est tellement fort que ça emporte tout. En revanche, Orwell, c'est un merveilleux essayiste En fait, c'est pas essayiste, c'est un reporter de première catégorie. Il y a 3 livres de lui qui sont vraiment géniaux, et je vous engage à tous les lire, les lycéens, là, plongez-vous là-dedans, vous allez voir, c'est très bien. Il y a Dans la dèche à Paris et à Londres, qui est son premier livre, qui est une sorte de reportage des années où il a vécu au plus près des clochards, des pauvres, des misérables, etc. Il en a retiré un livre à la fois plein d'humanité, mais aussi qui montre aussi la domination capitaliste. Il a écrit Hommage à la Catalogne, que vous connaissez sûrement parce que c'est le récit de son engagement aux côtés des brigades. Enfin, il n'était pas dans les brigades internationales, mais c'était pendant la guerre d'Espagne. Et c'est un livre extraordinaire qui se lit comme un roman. C'est là où il est très fort. En fait, quand il raconte le réel, c'est un bon romancier. Quand il invente, c'est moins bien. Et il y en a un troisième qui s'appelle Le Quai de Wigan. C'était une commande de son éditeur qu'il a envoyé dans le pays minier, dans le nord de l'Angleterre. Et il a découvert quelque chose qu'il ne connaissait pas du tout, qui était la vie des mineurs, qui était à cette époque-là, en 1936, épouvantable. Ces mineurs vivaient dans des conditions atroces, ils étaient complètement exploités. Et il décrit cette vie extrêmement dure des mineurs de l'Angleterre, qui chauffent toute l'Angleterre, le charbon des mines, et en même temps, il propose des solutions pour améliorer leurs conditions. Et ça, je trouve que c'est... Il a toujours ce côté... essayons de trouver comment améliorer les choses. Et ça, je trouve que c'est admirable. Et c'est la manière dont il compose ses livres, c'est-à-dire que vous avez l'impression que tout est vrai, mais en réalité, quand on écrit, on sait très bien qu'il a beaucoup travaillé son texte. Les images, elles ne viennent pas toutes seules. C'est pour que ça porte chez le public, il ne suffit pas de raconter les choses comme ça. Il faut travailler la langue, il faut travailler l'image, il faut travailler le symbole. Et ça, il le fait dans ses récits qui sont inspirés de son expérience personnelle. Et là, il est très, très, très bon. Et curieux, mais Orwell savait que s'il voulait que ses idées passent, il fallait qu'il les mette dans un roman. Parce que les gens lisent des romans. Ils lisent pas des récits et des essais, parce que juste, c'est dur à lire. C'est difficile de se plonger dans une pensée. C'est pas toujours, on n'a pas toujours les compétences, on a peur de ne pas comprendre, de ne pas suivre l'auteur. C'est aride, c'est une pensée qui parfois est difficile. Donc, le roman est un vecteur bien meilleur. Et il avait raison. Parce que 1984, c'est un roman absolument incroyable. C'est-à-dire que même s'il est mal écrit, même si formellement il n'est pas parfait, les images qu'il véhicule, les idées qu'il véhicule et le fond du livre sont absolument extraordinaires. Et c'est d'ailleurs un livre qu'on lit encore aujourd'hui et qu'on étudie au lycée et qui va continuer à être lu. Donc il avait raison de persister. Mais je pense avoir dit pourquoi je pensais que c'était quand même un meilleur essayiste. Tout à fait. Et dans votre écriture, précisément, est-ce que vous vous inspirez de la grande quête d'Orwell, à savoir traduire une certaine situation sociale, économique, en tout cas la vie du quotidien, à travers un roman qui pourrait être accessible à toutes et tous? Il est vrai que toutes nos questions seront évidemment très calquées sur les nombreux échanges qu'on a pu avoir, mais durant ces échanges, on a notamment évoqué donc, l'intérêt du roman pour la critique sociale et la façon dont Orwell s'était parfaitement approprié cette écriture. Est-ce que justement vous, précisément, c'est la raison pour laquelle vous faites le choix du roman plutôt que de l'essai dans votre style quotidien? Bon, moi, j'aime les romans, j'aime la littérature de fiction. Je viens de là et c'est là où je m'exprime le mieux. L'essai, c'est un autre mode d'expression
qui est souvent le fruit d'un travail universitaire, d'une réflexion très poussée, etc. Ça n'a rien à voir avec le roman. En fait, je fais souvent cette comparaison à mes étudiants de Sciences Po, parce que j'enseigne à Sciences Po Paris, et je les fais écrire de la fiction. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je leur dis, quand vous lisez un essai, l'auteur s'adresse à votre intelligence, à votre cerveau, à vos connaissances. Mais quand vous lisez un roman, l'auteur s'adresse à votre expérience sensible. Quand un personnage est en colère, vous savez ce que c'est que la colère, vous l'avez déjà ressenti. Quand un personnage est désespéré, vous savez ce que c'est qu'être désespéré. Ça vous est forcément arrivé une fois dans votre vie. Quand un personnage est heureux, en amour ou malheureux d'ailleurs, vous avez cette expérience. Et c'est en ça que vous vous reconnaissez. Et c'est même pas que vous vous identifiez, c'est que vous connaissez ces sentiments, vous connaissez ces émotions. Et c'est comme ça que ça passe, en fait. Ça rentre par vos sens, pas votre cerveau. C'est pas du tout la même approche. Et ça permet aux écrivains de parler de tous les sujets, y compris les plus importants et les plus graves, de la manière la plus sensible. Et ça, je trouve que... et d'ailleurs, je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez connaître n'importe quelle période de l'histoire, lisez des romans. Si vous voulez connaître le 19e siècle, lisez Balzac, lisez Zola. Ne lisez pas, et les historiens qui ont écrit à cette époque-là, plus personne ne lit leurs bouquins. Mais on lit Balzac et on va le lire encore longtemps. Si vous voulez découvrir le début du XXe siècle, lisez Proust. Et je peux vous citer encore d'innombrables exemples. Le roman est vraiment le lieu de l'apprentissage de l'histoire. Mais tout ce qu'on sait de l'Antiquité, on le sait par Homère. Hein. On ne le sait pas par des historiens qui nous ont raconté ce qui s'est passé. On le sait par Xénophon. Et je peux vous assurer, et regardez autour de vous, vous allez vous apercevoir que c'est vrai, en fait. Donc, et mes étudiants, ils sont toujours surpris, et c'est ce que je leur fais faire. Je leur dis, on va le faire, vous allez le faire. Donc, je donne un thème au début du semestre, et ils écrivent de la fiction. Et ils écrivent sur le thème que je donne, et ils écrivent tous des choses complètement différentes. L'année dernière, c'était le fait divers. Donc chacun devait raconter à partir de ce thème. Ils n'étaient pas obligés de raconter un fait divers, mais c'était le thème. Et ils écrivent une fiction. Et à travers leur fiction se dégagent des problématiques sociétales, des idées, etc. Et c'est très intéressant pour eux de découvrir qu'en fait, le roman est le lieu de la réflexion et de l'apprentissage. Donc oui, moi aussi, bien sûr que je traite de sujets de société. Je vis dans mon époque. Je travaille sur le motif, si je puis dire. Je vous remercie et j'aimerais encore rebondir sur une des réflexions qu'on a eues quand on a discuté avant d'en arriver aujourd'hui. C'était sur le pouvoir du regard de l'auteur sur l'homme. Vous évoquiez le pouvoir un peu plus fort que la moyenne chez les écrivains en général, sur leur analyse vraiment profonde de l'être humain. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, par exemple, sur George Orwell ? En fait, les écrivains sont des grands lecteurs, mais c'est aussi de grands observateurs. Sinon, ils pourraient raconter que leur vie. Or, ils doivent pouvoir tout raconter. Un jeune écrivain doit pouvoir créer un personnage âgé. Une femme doit pouvoir créer un personnage masculin. Il faut tout connaître. Or, pour tout connaître, le mieux, c'est de tout regarder, avec les yeux grands ouverts. Donc, l'observation, et ça, Orwell, c'était quelqu'un d'extrêmement observateur. Mais si je puis dire, c'est la qualité essentielle pour écrire. On ne peut pas... et Proust aussi, qui s'est pourtant enfermé pour écrire sa recherche, il avait été un grand observateur de la vie mondaine, avant de s'enfermer et d'écrire son sublime roman. Donc, je pense que... Et les observations de Proust sur la société sont d'une finesse, d'une justesse absolument remarquable. Donc, je pense qu'en effet, il faut beaucoup regarder... Et puis, il faut chercher à comprendre aussi. Mais c'est un exercice très stimulant, intellectuellement et aussi, sensitivement. Sentir les gens, savoir à qui on a affaire, comment les gens fonctionnent, c'est passionnant. Il faut aimer les gens, en fait, pour écrire. Merci à vous. Et si Orwell observait notre monde, celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en dirait, justement, vous qui avez tout lu de son œuvre ? Hélas, je pense qu'il se dirait qu'il avait raison. En fait, 1984, pour parler de ce roman,
Orwell, il a énormément écrit de petits essais, beaucoup de petits essais qu'on ne lit pas. Ils sont disponibles en français, mais on les lit peu et on lit son livre, son roman. Et en fait, il a écrit ce roman en disant, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, donc il a fait la guerre d'Espagne, il rentre en Angleterre, le Blitz, la Deuxième Guerre mondiale, il se fait envoyer en Allemagne au moment, juste après la fin de la guerre. Il arrive à Dresde, enfin, vous imaginez, donc lui a vécu vraiment les grands totalitarismes du début du XXe siècle, de près. Et ça l'a terrifié. Et son livre, il l'a écrit pour prévenir, en disant, si on ne combat pas activement contre ça, voilà ce qui va nous arriver. Et il écrit 1984, qui est une société de contrôle absolu, de pouvoir absolu, où les individus n'ont plus aucune liberté, où l'information est complètement pervertie, où la langue est complètement mutilée, etc. Et je pense qu'en réalité, il ne l'écrivait pas pour faire peur, bien que ce livre soit terrifiant, à mon avis. Mais il l'écrivait pour prévenir. Et d'ailleurs, il appelle ça une satire. La satire, c'est Swift, c'est Rabelais, c'est les lettres persanes, c'est Candide. Hein, on connaît en France la satire. Mais il y a toujours une composante humoristique. La satire doit être drôle. Chez Orwell, c'est jamais drôle. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas d'humour. Pour un Anglais, c'est rare quand même. Ou si c'est parce qu'il était tellement convaincu de cette terrible chose qui allait nous tomber dessus et qui nous était déjà tombée dessus, qu'il n'a pas mis une once de légèreté dans son livre, ça se passe très mal et ça se termine très mal. Mais en tout cas, lui, ce qu'il voulait, c'était montrer une forme une forme ultime de ce qui allait arriver si on ne faisait pas attention. Et je pense que c'est toujours valable aujourd'hui. Donc si il écrivait aujourd'hui, il irait peut-être encore un peu plus loin, puisqu'on est déjà pour partie. Enfin, quand je relis les passages où le grammairien qui est chargé de travailler sur le dictionnaire et supprime des mots chaque jour, son travail c'est de supprimer des mots. Et il en supprime, et par dizaines et par centaines, pour qu'il y en ait le moins possible. Le principe étant que plus la langue est pauvre, moins la pensée peut s'épanouir. Bien sûr, si vous n'avez pas les mots pour le dire, vous ne pouvez pas exprimer votre pensée. Donc si vous enlevez la langue, les gens arrêteront de penser. Et quand j'entends Donald Trump s'exprimer, par exemple, c'est extrêmement intéressant pour moi parce que quand on analyse le vocabulaire qu'il emploie, il est très pauvre et il est très exubérant. C'est-à-dire que c'est toujours le plus formidable, le plus grand. Et c'est drôle parce que dans la novlangue qu'Orwell met dans son livre, on ne dit plus le meilleur, le plus formidable, on dit bon, plus, bon, plus, bon, plus. C'est pas la peine d'avoir des mots pour tout ça. On n'a pas besoin de formidable, extraordinaire, merveilleux, etc. Non, bon, plus. Et je me dis, oui, c'est vrai, il faut faire attention parce que si on ne prend pas garde, on va nous aussi appauvrir la langue, quelle qu'elle soit. Hein. Le français, non, il se trouve qu'on parle français, mais c'est valable pour toutes les langues. Et ça, c'était une grande crainte qu'il avait et qu'on voit aussi dans les discours politiques, ou plutôt que les discours politiques, les jargons professionnels. Ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Les gens s'expriment tous de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de phrases toutes faites qui n'ont plus vraiment de sens en réalité, qui désincarnent. Et ça, je pense que c'est vraiment là où les écrivains doivent agir et rester vigilants pour proposer une langue riche, une langue... On a une merveilleuse langue, enfin, beaucoup de langues sont très belles, mais le français est une langue extraordinaire qui nous permet des subtilités infinies. Et il ne faut pas perdre ça. Les lycéens, là, il faut que vous ayez du vocabulaire, beaucoup de vocabulaire. Plus vous en avez, plus vous arriverez à exprimer subtilement votre pensée. Moi, j'ai des enfants qui sont à peine plus âgés qu'Inès et Gibril, et quand on discute à table, on n'est pas d'accord, on se dispute et tout, et je leur dis, non mais comment vous exprimez vos arguments? Si vous devez combattre contre quelqu'un qui ne pense pas comme vous, vous allez devoir argumenter.
Et argumenter, vous le faites avec des mots. Alors allez-y, argumentez là, convainquez-moi, parce que pour l'instant je ne suis pas convaincue. Et là, bon, ils essayent, et c'est une bonne école aussi, parce qu'on a toujours fait ça chez moi, donc ils s'expriment plutôt bien. Mais je leur fais aussi toucher du doigt la nécessité de la précision du vocabulaire qu'ils vont employer, parce que on ne peut pas remplacer un mot par un autre. Et ça, Orwell, dans sa langue, le fait très bien. Il a une écriture qui est extrêmement... Il a fait beaucoup de petits essais sur conseils aux écrivains, etc., où il dit, si vous pouvez supprimer un adjectif, supprimez-le. Je dis toujours ça à mes étudiants, les adjectifs sont nos ennemis. Ils font joli, mais il faut pouvoir comprendre une phrase sans ces adjectifs. Donc, faites attention aux verbes, cherchez toujours le verbe le plus exact, qui va enlever avoir, faire, avoir, être, faire, prendre. Ça, vous supprimez et vous trouvez un autre mot, plus sophistiqué, plus parlant, plus proche de votre pensée. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire à tout âge, qu'on peut faire dès le lycée, et qui est à la fois très satisfaisant, parce que vous allez avoir une écriture qui sera différente, et tout d'un coup, vous allez savoir vous exprimer, j'allais dire, mieux que les autres, et vous allez aussi pouvoir parler, parce que écrire, parler, c'est la même chose, et vous allez pouvoir convaincre. Tout à fait. Hein ? Pardon, non, tout à fait. Du coup, j'allais justement vous demander, est-ce que entre la novlangue d'hier et la communication politique d'aujourd'hui, vous voyez une continuité ? Oui, mais c'est normal en fait. C'est normal, c'est une continuité, mais c'était déjà le cas chez Montesquieu, c'était déjà la Boétie en parle déjà en 1600 et quelques. C'est pas nouveau. En fait, Orwell, il n'a rien inventé. Je pense que là où il est allé le plus loin, c'est d'arriver à mettre dans un roman la destruction totale de la langue. Ça, personne ne l'avait fait jusque-là. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'on le voit, on le voit à l'œuvre en fait. On voit comment ça peut arriver. Que même par exemple les médias, les journalistes ne font pas toujours assez attention à la manière dont ils écrivent ou dont ils s'expriment à l'oral, que ce soit à la télévision, à la radio, etc. Et ça, enfin, moi, je connais des journalistes de très grande qualité. Il y a de très bons journalistes et je ne veux surtout pas jeter la pierre aux journalistes. Il y en a qui font extrêmement bien leur travail. Mais ça, et c'est quelque chose aussi qu'on apprend dans les écoles de journalisme. On apprend à écrire. Mais parfois, la vitesse de l'information, et elle s'est décuplée avec les réseaux sociaux, nous font publier trop vite ou nous font négliger cette forme qui a quand même de l'importance. Et moi, par exemple, je ne communique pas sur les réseaux sociaux parce que je ne veux pas parler trop vite. Je ne veux pas m'exprimer juste en réaction parce que je me dis je vais forcément soit me tromper, soit dire un truc que je n'aurais pas voulu dire, soit être en dessous ou au-dessus. Voilà. Donc, et ça, c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, à l'heure où on va très très vite dans les réactions, dans les commentaires, etc., il faut d'autant plus faire attention à la manière dont on s'exprime que ça reste. Une fois que c'est écrit, vos commentaires, ils sont souvent... et je pense que ça fait quand même la différence entre ceux qui vont être juste dans la réaction et ceux qui vont peut-être soigner une forme un petit peu plus élaborée et qui collera plus à leur pensée. Et ça va aussi permettre d'avoir une pensée plus large, plus sophistiquée, plus profonde. C'est très important. C'est important de réfléchir. Je le dis pour les jeunes qui sont là-bas. C'est très important. Il faut penser avant d'écrire. De toute façon, c'est ce que je dis aussi toujours à mes étudiants. Écrire, c'est pas tellement écrire, c'est penser. 2/3 de mon activité, c'est réfléchir. Et 1/3, c'est écrire. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas écrire sans avoir pensé, sans avoir réfléchi, sans avoir décidé de ce qui allait être contenu dans votre texte. Et ça, il n'y a qu'en réfléchissant que vous y arrivez. Donc, après, vous réfléchissez aussi sur le texte. Une fois que vous l'avez écrit, vous revenez sur le texte. Mais beaucoup de mon temps, je le passe à réfléchir. C'est vrai. Je suis sûre qu'Orwell réfléchissait beaucoup aussi. Et justement, pour rebondir peut-être, vous réfléchissez beaucoup. Pendant l'un de nos échanges, vous m'aviez même dit que finalement, écrire un livre, ça vous prenait que quelques semaines et que c'était plutôt toute la partie de la construction du fil rouge, celui qui permet de capter l'attention sans jamais perdre le lecteur dans la lecture, qui était la plus grande source de travail. C'est vrai. Et précisément, et ça pourrait peut-être en intéresser beaucoup ici, comment est-ce qu'Isabelle Jarry passe à l'écriture ? Comment est-ce que ce processus littéraire se déroule ? Quelles en sont les grandes étapes ?
Bah, ça dépend. Ça dépend si j'écris un roman ou si j'écris ma vie avec George Orwell. Mais, On pourra étudier les deux possibilités. si j'écris un roman, j'ai d'abord une idée d'histoire. Je me dis, tiens, je vais raconter cette histoire. Ça vient un peu comme ça, je ne sais pas trop comment. Je commence, j'écris, voilà, les personnages apparaissent, c'est un moment de grande jouissance. Quand l'univers naît sous vos yeux, ça c'est très agréable. Donc voilà, et puis au bout de quelques dizaines de pages, 50 pages, 60 pages, 80 pages, je relis tout. Et là je me dis, mais de quoi je veux parler ? C'est quoi mon sujet ? Et là le sujet me saute aux yeux. Je le vois tout d'un coup, qui n'avait pas vraiment apparu jusque-là. Et là, je me dis, ah oui, d'accord, c'est ça le sujet. Donc, mais c'est pas cette histoire qu'il faut que je raconte, alors c'en est une autre. Et là, je reprends, je garde parfois les personnages et je me mets à écrire. Mais j'ai mon sujet. En fait, c'est très mystérieux l'écriture. Parmi vous, il y en a sûrement qui écrivent. C'est quelque chose d'extrêmement mystérieux qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Et chaque livre est une aventure différente. Puisque vous parliez tout à l'heure, Djibril, de questions sociales, ma fille avait 4 ans, 5 ans. Elle allait à la maternelle. Et chaque matin, j'habitais Paris, je vis à Paris, j'y suis née. Et il y avait dans la rue, elle ne voulait jamais prendre le chemin le plus droit pour aller à l'école. Au bout de quelques jours, je lui dis, écoute, ma chérie, pourquoi tu veux toujours me faire un détour ? Et je comprends qu'en fait, sur le chemin de l'école, il y avait une dame qui vivait dans la rue, qui n'était pas en bon état, qui parlait toute seule, qui était dans un état absolument lamentable, qui allait très mal. Et ma fille était très mal à l'aise devant cette dame qui vivait dans la rue, qui était sale, qui sentait mauvais, qui criait et tout. Et là, je comprends que c'était ça le problème. Et je lui dis, mais tu sais, si tu veux, on pourrait peut-être lui dire bonjour. Peut-être que ça arrangerait tes affaires. Donc on prend le vrai chemin de l'école et on passe un peu, elle était là, elle se serrait contre moi, on passe un peu à l'écart et je dis bonjour madame. Et elle me regarde, elle me répond pas et tout. Et là je comprends qu'elle était pas seulement à la rue, elle était aussi, c'était difficile pour elle. Elle avait sûrement des problèmes psychiatriques, mais ça allait mieux et tout. Donc j'explique à ma fille que c'était parfois difficile pour certaines personnes et qu'ils n'avaient sûrement pas choisi. Donc j'essaye de la réconcilier avec l'idée qu'on pouvait passer, qu'il n'y avait pas de danger, etc. Et un jour, un matin, elle me dit, maman, j'ai eu une idée. On a une petite maison de famille à la campagne. Elle me dit, puisqu'on n'est pas à la campagne pendant l'hiver, on pourrait lui laisser notre maison et elle irait habiter là-bas. Je dis, ah oui, quelle bonne idée. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est une excellente idée, mais en réalité, ça n'est pas vraiment possible, pour plein de raisons. Parce que la maison est très isolée, parce qu'elle n'aura pas de voiture, parce qu'elle n'aura pas de voisins, parce qu'elle va, c'est vrai, là pour le coup, la première boulangerie est à 10 km. Donc je lui dis, en fait, on ne va pas pouvoir le faire, mais c'est très gentil de ta part. Il n'y a que les enfants pour avoir des idées aussi généreuses, c'est si gentil. Et en même temps, c'était juste irréalisable. Et là, je me dis, quelle bonne idée de roman. Quelle merveilleuse idée. Merci ma chérie. Et donc je me suis mise à écrire le livre d'une femme qui, par les hasards de la vie, se retrouve dans la rue. Donc elle est poétesse, elle perd son mari qui meurt brutalement d'un cancer, elle ne peut plus payer son loyer, on lui enlève sa fille, elle se retrouve à la rue. Enfin, l'horreur, la dégringolade. Et elle se souvient qu'il y avait une maison de famille, hein, et elle part à la campagne, dans cette vieille maison toute moche et poussiéreuse, comme disait ma fille, où elle était d'accord pour envoyer cette dame, mais elle râlait toujours quand il fallait y aller, parce qu'il y avait plein de toiles d'araignée partout. Et petit à petit, elle se rétablit, et je ne vous raconte pas la suite, parce que vous allez le lire, ça s'appelle « Gênant sans bruit ». Et il y a une petite fille, bien sûr, de 5 ans, dans ce livre. Mais il faut tenir les enfants à l'écart dans les livres parce qu'ils prennent toute la place. C'est comme dans la vie, c'est comme dans les films, quand il y a un enfant, il prend toute la place. Donc la petite fille est à l'écart, mais elle est là, et bien sûr le livre est dédié à ma fille, et je pense que c'est le roman que j'ai écrit qui a eu le plus de succès. Parce que justement, je parlais d'un sujet de société qui était, comment on fait en fait ? Comment on fait avec ces gens qui se retrouvent
à la rue, qui se retrouvent sur le côté de la société. Est-ce qu'on peut les récupérer? Est-ce qu'il y a une rédemption possible? Comment la société fait pour s'emparer de ce genre de questions? Quelles sont les solutions? Et bon, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en en parlant, je me souviens qu'elle perd à un moment le langage. Elle ne peut plus parler, elle devient complètement aphasique. Bon, il ne faut pas que je vous le raconte, sinon je vais vous empêcher de le lire. Voilà. Donc oui, les livres viennent de manière comme ça. Là, c'était une idée que m'avait soufflé ma fille de 5 ans. Sinon, ça faisait très longtemps que je travaillais autour de George Orwell et que je ne trouvais pas la forme. Et quand la collection de Gallimard m'a... La seule chose qui me gênait dans cette collection, c'est qu'il fallait que je parle un peu de moi. Bon, je l'ai fait. On va encore parler un peu de vous, parce que j'ai une question. En fait, lors de nos échanges, à chaque fois qu'on vous parlait de votre passé de scientifique, parce que vous avez fait des études de botaniste, vous disiez en rigolant qu'on fait tous des erreurs. Et... Non, j'ai dit nul n'est parfait. Oui, nul n'est parfait, excusez-moi. Mais du coup, vous venez de la botanique, de la littérature et du cinéma, 3 langages très différents, on peut se l'accorder. Qu'est-ce que ces disciplines vous ont appris de la littérature ? Alors, j'ai fait des études de sciences, de biologie végétale, physiologie végétale, de botanique aussi. J'ai beaucoup aimé ces études. Mes parents ont tout fait pour m'empêcher d'être écrivain, y compris m'interdire de faire Hippocagne, alors que j'étais acceptée dans une très bonne Hippocagne à Paris. Donc ils m'ont convaincu que c'était une très mauvaise idée. Et comme j'étais jeune, je les ai crus. J'ai donc fait des études de sciences. Ne croyez jamais vos parents et ne les laissez pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Mais dites-vous aussi que quel que soit le chemin que vous empruntez, vous allez y arriver. J'en suis un exemple vivant. Donc, je dis, ok, alors l'autre matière qui me plaît, c'est la biologie. Parce que les sciences naturelles, c'est merveilleux, la vie, c'est la vie, quoi. Donc, évidemment, le problème des études, c'est que plus on avance, plus c'est intéressant. Vous faites première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, ah oui, la thèse, ça c'est bien. Donc je vais jusqu'au bout. Mais comme je n'avais pas perdu l'idée quand même de faire des études de sciences, en catimini de lettres, je m'inscris à la Sorbonne et je suis en parallèle un cursus de lettres classiques. Sachez, chère Inès, que la botanique est une science extrêmement chère à beaucoup d'écrivains. Proust, encore lui, était un très grand botaniste, grand admirateur de Gaston Bonnier, qui a écrit une merveilleuse flore de France, dont on se sert encore aujourd'hui pour déterminer les espèces, la flore de Bonnier et Layens. Et Proust allait au cours de Gaston Bonnier, au Collège de France. C'est la vie, la nature, c'est très important. C'est le décor des livres. Et à travers, je vais vous raconter une toute petite histoire. Vous m'arrêtez si je suis trop longue. Dans Guerre et paix de Tolstoï, il y a un passage où le prince André, qui est un des personnages principaux du livre, arrive chez lui dans son domaine à la campagne. Il rentre de la guerre, ils se sont fait massacrer. Et là, toutes ses troupes sont décimées. Il est blessé, il est au bout de sa vie. Et il rentre dans son domaine, et à l'entrée de son domaine, il y a un chêne. Et c'est l'hiver, et ce chêne est tout recroquevillé. Et Tolstoï décrit le chêne comme un arbre qui est quasiment mort. Et cette scène nous fait ressentir. Il ne parle pas du prince André, mais on comprend. On sait que c'est de ça qu'on parle, du désespoir, de la mort toute proche, de ce qui nous abîme vraiment intérieurement. Quelques chapitres plus loin, c'est un gros livre qui fait des centaines de pages. Quelques chapitres plus loin, on retrouve le prince André. La guerre est finie, il est amoureux de Natacha, tout va bien. Et là, il revient à nouveau au domaine. Et le chêne, c'est au mois d'avril, mais le chêne est resplendissant. Il est couvert de petites feuilles vertes, ce merveilleux vert des feuilles de chêne, là, au printemps. Et, encore une fois, Tolstoï ne nous parle que du chêne. Et on comprend tout. On comprend l'allégresse, le renouveau, la vie, tout repart. Donc, la botanique est une science que les écrivains affectionnent parce qu'elle permet d'utiliser des symboles. Tout le monde sait ce que c'est qu'un arbre. Tout le monde a fait un petit peu de jardinage, etc. Donc, en fait, on sait ce que représente la nature, et en particulier les plantes, plus encore que les animaux. Les plantes nous ont précédés et nous survivrons. Donc, non, c'est vrai, je suis très sérieuse. Donc, ça m'a été très utile de faire des études de botanique. Et aussi, quand on fait des études de sciences, on apprend à observer. Et l'observation, comme je vous l'ai dit, c'est la qualité première des écrivains. Le cinéma, c'est aussi une manière de voir le monde très différente. Vous voyez, par exemple,
j'avais comme prof de cinéma Eric Rohmer, le grand cinéaste, Eric Rohmer. Et il nous avait dit quelque chose qui m'a marqué. Alors les jeunes, ils ne connaissent pas le cinéma de Rohmer, mais d'autres gens dans la salle le connaissent. Il nous avait dit un truc un jour qui m'avait beaucoup frappé. Il nous avait dit, quand vous entrez dans une salle de cinéma, vous avez l'écran devant vous. Et le cinéaste, il vous montre ce qu'il veut. Vous êtes obligé de regarder son image. Mais autour de l'image, il y a plein de trucs. Sauf que vous ne les voyez pas. Parce qu'il a décidé pour vous. Il a décidé du cadre dans lequel vous alliez regarder ce qu'il veut que vous voyez. Et j'avais trouvé que c'était tout à fait juste. Et en même temps, je m'étais dit, alors le cinéma, ce ne sera pas pour moi. Parce que moi, je veux offrir tout le panorama. Je veux que les gens voient tout ce qu'il y a autour. Et l'écriture permet ça. Elle permet de ne pas enfermer le lecteur dans une vision. Parce que quand, vous savez, on dit qu'on écrit un livre à deux. Il y a l'écrivain et il y a le lecteur. Parce que quand vous lisez un livre, parce que vous introduisez votre propre expérience sensible, ce que je disais au départ, vous connaissez ces choses dont vous parle l'écrivain. Vous les connaissez intimement, vous les avez déjà éprouvées. Et c'est ce qui vous permet de faire de la lecture votre objet à vous. Vous interprétez le livre à votre manière. Moi, je n'aime pas du tout quand les lecteurs me disent ce qu'ils ont lu dans mon livre. J'aime pas qu'on me parle de mes livres, parce que c'est pas du tout ce que j'ai mis dedans. C'est encore autre chose. Et je veux pas le savoir, parce que c'est trop perturbant de comprendre et que le lecteur a introduit sa propre personnalité et il a mis du sien dans mon texte. Mais c'est génial, j'adore l'idée, mais je veux juste pas le savoir. Voilà. Et vous l'évoquiez il y a quelques instants, ce qui est de plus embêtant avec cette édition, c'est que vous avez dû vous prêter à l'exercice de parler de votre propre vie dans l'un de vos écrits. Un petit peu. Un petit peu. Et justement, vous aurez toutes et tous l'occasion de le découvrir, vous n'apprendrez presque rien sur Madame Jarry dans cet écrit. Si, c'est pas vrai. Il y a plein de trucs que je dis et que j'ai jamais dit. Non, c'est vrai. Mais tout apparaît au détour d'une virgule. Et on y remarque quelque chose d'assez fou. C'est une volonté de n'apparaître que très loin du sujet principal qui est Orwell et les grandes thématiques liées à son écriture. Bah, loin et pas loin, parce que justement, alors moi je voulais pas parler de moi, parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt de parler de soi. Peut-être quand je serai très vieille, j'écrirai mes mémoires, mais ça n'est pas encore le moment. Et surtout, quand on parle de quelqu'un comme Orwell, enfin je sais pas, on s'efface, c'est normal. C'est pas du tout l'idée de parler de soi. En revanche, ce que je voulais, c'était tisser des passerelles entre lui et moi, expliquer pourquoi il était actuel et aussi pourquoi moi je l'avais apprécié. Donc c'est ces petits flashs sur des éléments de ma vie ou des moments, etc., qui m'ont permis d'introduire son travail, sa pensée, ses livres, etc. Mais j'avais pas du tout envie de faire... En fait, avant d'accepter, j'en avais lu d'autres. J'avais lu Ma vie avec Colette, et je n'avais pas lu Ma vie avec Proust parce que j'étais en train d'écrire le livre, donc je ne pouvais pas le lire en même temps. Et je trouvais que dans chacun que j'avais lu Ma vie avec Apollinaire de François Sureau, et je trouvais que les auteurs parlaient beaucoup trop d'eux. Non, c'est vrai. Et c'était Apollinaire dont je voulais entendre parler. C'était Colette. C'était pas la personne qui écrivait le livre. Donc je me suis dit, ok, je vais le faire, mais je veux surtout parler d'Orwell. Mais en même temps, ce que je trouvais intéressant, Djibril, comme tu le disais, c'était d'avoir des petits morceaux qui ne dévoilaient pas tant que ça ma vie, mais qui permettaient de comprendre comment la transmission se fait des écrivains à travers les générations. Comment les écrivains s'inspirent les uns avec les autres. C'est pareil pour les peintres, les musiciens. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui crée à partir de rien. Ça n'existe pas. On a toujours des grands aînés qui nous inspirent. Donc en fait, on se repasse le truc, en fait. Comment dire, hein, c'est une sorte de longue chaîne de transmission qui nous relie les uns aux autres. Et d'ailleurs, cette idée de grands écrivains, de petits écrivains, oui, sur le moment, dans le temps présent, ça se voit. Mais il y a besoin aussi de petits écrivains. Il y a aussi besoin de gens dont l'histoire ne retiendra pas le nom, mais qui ont fait ce travail de transmission, en fait, qui ont permis que la pensée des grands auteurs, leur voix, leur littérature soit lue encore aujourd'hui. Donc c'était ça que je voulais faire. Moi, je dis toujours, ça m'est égal d'être un petit caillou au fond de la rivière, du moment que la rivière coule.
Si vous me permettez ce commentaire, Mais bien sûr. il y a quelque chose aussi que permet justement ce procédé dans cet écrit. C'est que George Orwell, qui nous apparaît à toutes et tous comme un très grand monsieur, déjà en taille, c'est vrai. Ah oui, il faisait plus d'1m90, t'as raison. Mais plus symboliquement aussi. Il est difficile de tisser des liens entre notre vie à nous, qui peut paraître bien plus aisée, que celle de George Orwell. Et là où justement Madame Jarry parvient à changer légèrement les choses, c'est qu'elle tisse un premier lien entre la vie de George Orwell avec sa propre vie. Et donc ce premier lien permet ensuite, et on en revient à cette idée de chaîne, de tisser un second lien entre la vie de Madame Jarry et puis notre propre vie. Et en fait, d'une certaine façon, on parvient à créer des liens entre ce que nous sommes et notre construction avec ce qu'est George Orwell. Alors même qu'en lisant 1984 ou La ferme des animaux, il est difficile de tisser des liens avec George Orwell. Ouais, Inès m'a dit quelque chose, parce qu'en fait, on s'est vu en visio vendredi dernier, et pendant le week-end, ils ont lu le livre, et on s'est revus mardi. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait super plaisir. Elle m'a dit, je me suis retrouvée à travers ce que vous disiez, ce qui est génial quand même. Elle pourrait être ma petite dernière, hein, mes enfants sont un peu plus grands. Et ça, c'est quelque chose qui est un très beau compliment. Ça veut dire qu'en fait, ça traverse les générations, en fait, ce type d'expérience. L'expérience de l'autre, en fait, c'est ça qu'on peut appeler ça comme ça, l'expérience de l'autre. Aller sortir de sa zone de confort et aller dans un endroit où on n'irait pas d'habitude. Et c'est vrai que quand on est jeune, c'est un truc qu'on fait aussi. Orwell, il était jeune quand il est allé vivre dans le quartier de la rue Mouffetard, parmi les clochards, ou à Londres, parmi les gens qui, vous savez, les journaliers qui sont embauchés à la journée, à qui on donne 1 euro pour ramasser le houblon, pour couper le maïs ou je ne sais quoi, et qui n'ont plus de travail le soir même, qui doivent recommencer à chercher. Et il a vécu avec eux pour s'imprégner de cette vie. Mais quand on est étudiant aussi, on fait des petits boulots comme ça qui nous mettent au contact de la vie des gens. On n'aura pas cette vie, on aura autre chose. Mais c'est bien de le connaître. Et je sais qu'à Sciences Po, il y a aussi une attention qui est portée à ça, au fait que, vous voyez, ça se fait dans beaucoup de grandes écoles, les stages ouvriers dans les grandes écoles d'ingénieurs ou les parcours civiques qui permettent aussi aux étudiants d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qu'ils ne vont pas vivre. Oui, eux, ils travailleront pour le bien commun, j'espère, à un haut niveau. Mais ils auront eu cette expérience de... Moi, quand j'étais étudiante, par exemple, je vous dévoile, c'est dans le livre, mais peu importe, j'ai donné des cours de français à des jeunes femmes migrantes qui arrivaient d'Afrique, pour la plupart, qui venaient retrouver leur mari, qui travaillaient, et qui ne parlaient pas un mot de français. Et je peux vous dire que cette expérience m'a marquée durablement. Jamais j'aurais l'occasion de rencontrer ces femmes dans ma vie ordinaire. J'étais étudiante, vivant à Paris, c'était improbable. Mais le fait d'aller les voir toutes les semaines, déjà de leur apprendre le français, c'était important pour moi aussi de les aider à apprendre cette langue qu'elles allaient devoir utiliser. Elles allaient avoir des enfants qui vivraient en France. Il fallait qu'elles maîtrisent la langue et qu'elles en comprennent aussi à la fois la beauté, mais l'usage aussi. Et c'était une expérience humaine passionnante. Donc je pense qu'il faut aussi profiter de sa jeunesse pour aller comme ça rencontrer des gens qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin d'aller très loin parfois. Tout à fait. Et en effet, la lecture, c'est quelque chose qui m'a marqué. Le fait de pas forcément avoir eu votre vie, puis même comme vous l'avez évoqué, et étant beaucoup plus jeune, enfin tout ça, c'est beaucoup plus jeune que étant plus jeune, c'est vrai que c'est normal aussi, mais c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans le livre, c'est que je pourrais pas me permettre de dire que j'aimais pas George Orwell parce que j'ai pas assez lu son œuvre, enfin seulement 1984, seulement La ferme des animaux. Mais j'ai pas beaucoup apprécié ces 2 livres, et pourtant à la lecture de Ma vie avec George Orwell, j'ai sincèrement apprécié le fait de pouvoir me retrouver et de pouvoir réfléchir plus loin. C'est ce qu'on va développer avec Djibril après, des questions plus sur des réflexions politiques et humanistes qui sont semées tout au fil de la lecture en fait. Et voilà. Bien sûr, George Orwell, c'est quand même un écrivain politique, hein, avant tout. C'est quelqu'un qui un jour a compris que s'il voulait que les choses changent, il fallait qu'il le fasse lui-même.
et qu'il l'écrive lui-même. Et que son rôle dans la société, c'était à la fois de dénoncer, ce qu'il a fait beaucoup avec le stalinisme, c'était un anticommuniste farouche, avant tout le monde. Il a compris au moment de la guerre d'Espagne que Staline était un tyran et qu'il allait vraiment... Et ça, c'est quelque chose qui était ancré en lui d'une manière très vivace. Et je ne vous parle pas du nazisme qui a suivi. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment décidé que sa vie d'écrivain serait dédiée à la dénonciation du totalitarisme. C'est ça qui s'est fixé comme mission. Et tous ses textes sont allés dans ce sens. Tout ce qu'il a écrit. Et ça, je pense qu'il n'y a pas tellement de gens dans la société qui peuvent se permettre ça. C'est pas facile à faire. Parce que même si on n'est pas d'accord, même si on veut dénoncer, on a un travail, on ne veut pas se mettre son patron à dos, on ne veut pas se fâcher avec sa famille. C'est compliqué d'être dans la contestation, d'être même pas forcément dans la contestation, mais dans la mise en lumière des choses. Et l'écriture, pour ça, c'est le lieu idéal. C'est aussi pour ça que les écrivains ont cette place privilégiée dans la société. Parce qu'eux, ils ont les armes, ils ont les mots, qui sont des armes extraordinaires, et ils ont aussi la position. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Madame hoche la tête. Mais en même temps, il n'y a pas de... Enfin, quand je dis qu'ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de position assise dans la société. Et ça, c'est une liberté. Ils sont libres, en fait. Les artistes sont libres. Et c'est cette liberté qui leur fait le devoir à la fois d'expliquer le monde, mais aussi de donner aux autres des armes pour le combattre, ou pour combattre ce qu'ils jugent évidemment à combattre, peu importe ce que c'est en réalité. Pour rebondir très brièvement sur cette réflexion que vous venez de développer, je vais me permettre de lire juste une petite phrase qui m'a marquée à la fin de votre livre. Vous avez écrit, page 173, « Il faut croire jusqu'au bout, parfois même jusqu'à l'absurde ». Et je trouvais ça simplement beau, et je trouve que ça fait énormément écho avec tout ce que vous venez d'évoquer, simplement. Merci Inès, merci beaucoup. Mais oui, il faut croire, il faut jamais désespérer. Parce que moi, contrairement à George Orwell, je suis optimiste. Et lui ne l'était pas. Et ce pessimisme traverse toute son œuvre, et parfois, ça me fait mal au cœur, vraiment, quand je lis ses livres, de me dire « Oh, mais mon Dieu, il était totalement désespéré ». Et je pense que c'est quelqu'un qui a fini, il est mort très jeune, hein, il avait la tuberculose, il a écrit 1984, au lit, avec sa grosse machine à écrire sur les genoux, ça l'a achevé, hein, vraiment. Et en même temps, moi je pense qu'il ne faut jamais perdre espoir. L'histoire nous l'enseigne. L'histoire nous l'enseigne, l'histoire du XXe siècle nous l'enseigne. Non, c'est vrai. Il fallait oser résister. Il fallait oser dire non. Ben, il y en a qui l'ont fait. Et ils ont gagné. Même s'ils n'étaient qu'une poignée, même s'il y en a beaucoup qui y ont laissé la vie. Donc il ne faut jamais désespérer. Et moi je pense que c'est le propre de l'humain aussi, de croire toujours, jusqu'à l'absurde. Orwell était un vrai pessimiste, c'est vrai, mais c'était aussi un vrai révolutionnaire. Ouais. Et je vais me permettre une petite citation, cette fois-ci d'Orwell. Bien sûr. On se complète assez bien. Orwell écrivait justement dans l'un de ses grands récits qui va fixer les lignes directrices de toutes ses œuvres. En des temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. J'aurais voulu savoir deux choses. Déjà, votre réaction vis-à-vis de cette citation. Et puis surtout, pensez-vous qu'un écrivain puisse encore influer sur la conscience aujourd'hui ? Et sur la conscience aussi bien politique que sociale, sur la conscience dans toutes ses formes. Alors, première réponse, première question, révolution. En fait, pour moi, la révolution, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. C'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase. Je dirais que c'est un acte... Tu peux répéter la première partie de la phrase ? En des temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je dirais presque que dire la vérité, c'est un acte de courage, peut-être, plus que de révolution. Encore une fois, la révolution, c'est un truc... Vous ne pouvez pas faire la révolution tout seul. Il faut être plein de gens pour se soulever ensemble. Donc, révolutionnaire,
J'aimerais bien voir le terme anglais. Parce que ça aussi, la traduction, on a toujours de la perte et un petit peu de changement de sens. Pour ce qui est d'aujourd'hui, bien sûr, qu'on peut... Vous savez, ça me frappe toujours de rencontrer des gens qu'un livre a profondément changé, dont un livre a changé le cours de sa vie. Moi, ça m'est arrivé. Pour mon deuxième roman, j'étais sur la liste du concours des lycéens. Et donc, quand vous êtes sur le concours des lycéens, vous n'arrêtez pas d'aller dans des lycées. Et je suis allée à Belfort, à l'est de la France, à Belfort, dans un lycée technique, où les élèves faisaient un bac technique. Et après ce bac technique, ils allaient aller sûrement travailler ou faire peut-être 2 ans et tout. Et ils ont lu un de mes livres. Je ne pensais pas du tout que c'était une bonne idée de mettre cette liste de ce livre dans le concours des lycéens, parce que c'est un livre qui parle... Tous les personnages sont des moines. Donc je me disais que les élèves, ça n'allait pas du tout les intéresser. Et c'est un livre qui questionne cette idée d'aller s'enfermer dans un monastère pour passer sa vie à prier. Ne me demandez pas comment j'ai eu cette idée, je ne sais toujours pas. Et donc, je développe toute une réflexion là-dessus, plein de personnages, de moines, etc. J'invente des tas d'histoires, etc. Et donc, je vais rencontrer ces élèves de bac technique force de vente, force de vente, ça s'appelait comme ça à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore. Donc, ils faisaient un bac commercial. Et donc, ils avaient lu le livre et tout, donc on en discute. Et à la fin de la rencontre, il y a un jeune homme qui vient me voir, il devait être en seconde, et il me dit « Madame, il faut que je vous dise merci parce que j'ai lu votre livre et j'ai décidé de changer de vie. Je vais reprendre des études, le tronc commun, je ne veux pas du tout faire force de vente, je veux être un intellectuel. » J'étais extrêmement émue, et je le suis encore aujourd'hui, c'était il y a 30 ans, et flattée de me dire que mon livre avait pu déclencher chez ce jeune garçon une métamorphose aussi importante, et me dit j'ai trouvé ce que je voulais. Votre livre m'a montré, parce qu'en fait, après j'ai compris pourquoi c'était si intéressant pour les lycéens de lire ce livre, parce que c'était un livre initiatique. En fait, c'est un voyage initiatique. Il y a 2 personnages principaux qui se déplacent de monastère en monastère et qui rencontrent des personnes. Voilà. Et donc, en fait, chacun raconte sa vie et son parcours de vie. Et pour des jeunes gens qui étaient en seconde ou en première, c'était comme un livre. Ouais, c'était exactement les questions qu'on se pose à cet âge-là. Parce que c'est quand on est au lycée qu'on se pose les questions essentielles. Hein, c'est là qu'on décide de sa vie. C'est là qu'on se pose les vraies questions métaphysiques qui vont faire qu'on va devenir une personne. Et j'étais vachement contente parce que je me disais, au moins j'ai écrit ce livre pour ce garçon. Voilà. Au moins lui, ça lui a été utile, et même plus qu'utile, puisque ça a changé sa vie. Et ça, je pense que pour répondre à ta question, oui, un écrivain peut changer la vie et peut porter des idées qui vont être suivies par d'autres. Ouais. Si je peux me permettre une dernière réflexion, question, commentaire. Ce qui m'a marqué aussi particulièrement pendant la lecture, c'est à quel point, avec la situation actuelle, donc vous évoquiez Donald Trump tout à l'heure, mais en réalité, on peut aussi se pencher tout simplement sur la France, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, et Monsieur Sébastien Lecornu. À quel point le livre donc, évoque la vie de George Orwell, évoque par-ci par-là la vôtre aussi, mais si on a envie de s'inspirer et de peut-être mieux comprendre tout simplement la situation actuelle, que ce soit chez nous ou ailleurs, le livre répond très bien à nos questions et nous donne des pistes de réflexion très, très impressionnantes. Merci Inès. Je voulais absolument. En fait, c'est très difficile de s'exprimer sur l'actualité. Et je ne le fais pas vraiment. Et d'ailleurs, à une ou 2 occurrences, je parlais d'événements qui venaient d'arriver. Et mon éditrice m'a dit, tu ne devrais pas parler d'aujourd'hui. Tu ne devrais pas citer tel ou tel homme politique. Et je me suis dit qu'elle avait raison, bien sûr, parce que ce n'est pas telle personne qui compte, et ce qu'il a dit, c'est l'idée en général. Mais je trouvais que, comme Orwell avait été une sorte de sentinelle dans sa vie d'auteur, et sa vie tout court d'ailleurs,
Le rôle des écrivains, c'était aussi de donner des éléments de réflexion sur la société. Mais finalement, c'est valable à toutes les époques. À chaque période, ses difficultés. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de quoi se faire du souci. Mais il faut croire, encore une fois, à la capacité... Enfin bon, on n'a pas le choix de toute façon. On est obligé d'espérer que les forces du bien... Vous savez, il y a un philosophe qui s'appelle Spinoza. Alors, je ne sais pas si on le lit au lycée, c'est peut-être un peu difficile comme lecture pour les lycéens, mais Spinoza parle des passions tristes. La haine, l'exclusion, la colère, le rejet, ces trucs-là qui nous rendent mauvais. Et il dit, il ne faut pas céder aux passions tristes. Et je pense que Spinoza a raison. Parce qu'en fait, c'est en ne cédant pas aux passions tristes qu'on s'élève. En fait, il faut toujours essayer de se grandir et de se bonifier. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à résister aux passions tristes et à tout ce qui est difficile aussi. Donc il ne faut jamais lâcher cette exigence aussi. C'est une forme d'exigence vis-à-vis de soi et des autres que d'être le meilleur possible. On a de la chance d'être des êtres humains. Donc il faut essayer de mériter ce statut. Et peut-être, si vous acceptez de vous prêter à cet exercice en moins d'1 minute, répondre à une dernière question. Allez. Ça rejoint parfaitement ce que vous étiez en train de dire et ce que vous évoquiez il y a quelques instants. Mais qu'est-ce qui vous émerveille, vous, dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui continue de vous émerveiller? Et qu'est-ce qu'Orwell, finalement, n'a pas trouvé, que peut-être vous êtes parvenu à trouver dans votre monde? La beauté. Ça, il y en a partout. Il suffit de regarder. La beauté, c'est gratuit. Non, mais c'est vrai. De toute façon, les meilleures choses sont gratuites. La beauté. Vous êtes dans une très belle ville. C'est très beau ici. Je n'étais jamais venue à Menton et je suis vraiment éblouie. La beauté, c'est gratuit. L'air qu'on respire, pour l'instant, il est gratuit. L'amour, c'est gratuit. Enfin, non, mais sérieusement, l'amitié, c'est gratuit. Tout ce qui est vraiment important dans la vie, finalement, il suffit juste de... C'est à portée de notre main, il suffit juste d'en profiter. Ça, c'est assez génial. Et moi, ce qui m'émerveille, c'est toujours la même chose. Les gens, la nature, la liberté. La liberté. J'ai discuté avec une jeune fille, elle était en terminale, donc elle devait avoir 17 ans, et elle était en train de plancher sur son premier sujet de philo. Et c'était la liberté. Et elle me disait, oui, mais Descartes, notre prof nous a dit que Descartes disait qu'en fait, on n'était jamais vraiment libre. Mais je lui ai dit non, c'est faux. Je pense exactement l'inverse. On est toujours libre, parce qu'on a notre liberté intérieure. Et même en prison, on peut être libre. Et elle me regardait avec des yeux ronds, elle me disait, oui, j'avais pensé à ça, mais je n'osais pas le mettre parce que notre professeur nous n'en avait pas parlé. Et je lui dis, mais tu sais que tu as le droit de penser par toi-même, première chose. Et deuxième chose, c'est quelque chose de très important, cette question de la liberté. C'est le sujet fondamental. Qu'est-ce qui nous rend libres et qu'est-ce qui fait qu'on peut être libre même en prison? Même contraint de partout, on peut garder au fond de nous cette petite parcelle de liberté qui nous fera toujours être humain. Voilà, on en revient toujours là. Donc oui, je le crois vraiment. Et je l'observe chaque jour, parce que je vois plein de gens qui font des choses merveilleuses et qui s'accrochent et qui refusent la fatalité et qui vont, et qui se mettent ensemble pour aider, Non, vraiment. Vous savez que la France est le pays où il y a le plus d'associations au monde. C'est génial. L'association, rien que le mot. Vous voyez les mots? Association. Ça veut dire qu'on s'associe tous ensemble pour faire un truc. Souvent un truc bien, en plus. Donc, moi, je ne veux pas céder à la morosité et je pense qu'il faut trouver en soi des ressources pour s'associer et se libérer. Voilà. Pour conclure, oui. je tiens d'abord à vous remercier, évidemment. C'est moi qui vous remercie. Et donc, vous nous avez rappelé, Isabelle Jarry, que lire Orwell, c'est peut-être d'abord apprendre à penser contre soi-même. Dans un monde saturé d'opinions, cette exigence intérieure est sans doute, je dirais, plus la dernière liberté au vu de ce que vous nous avez évoqué, mais reste une liberté... La dernière liberté. La dernière Penser liberté. par soi-même, c'est la dernière liberté, bien sûr. Les jeunes, là, il faut penser par vous-même. C'est très important. Et c'est ce qui vous permettra de devenir de beaux adultes, ce dont je ne doute pas. Je sais qu'ici, à Sciences Po, ils vont tous devenir des beaux adultes parce qu'ils sont dans
dans un écrin qui les aide à cela. Mais c'est valable pour tous, même ceux qui n'ont pas la chance d'être à Sciences Po. Il faut toujours garder cet objectif. Ouais, absolument, Inès. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Il a encore une question, Merci. Djibril. Non. Une petite? Non, c'était pas une question, c'était pour vous remercier également, Non, notamment de cette belle remercie. conclusion, de cette heure d'échange qui nous permettra maintenant d'ouvrir une autre partie. Et puis surtout pour votre regard et vos mots qui, nous le pensons avec Inès, à Menton, résonnent d'une manière toute particulière. Dans cette ville qui, comme vous le disiez, est tournée vers la lumière, où la clarté reste plus que jamais une quête. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et est-ce qu'on a le temps de poser des questions? Eh bien, maintenant, la parole vous appartient. Même si je suis très bavarde, on a quand même gardé un peu de temps pour vous. Et il suffit de vous manifester d'un signe de la main. Et avec Monsieur Alexandre Guillaume, on pourra vous passer un micro permettant de vous exprimer. Alors, je voudrais déjà vous dire que vous commencez à rivaliser avec le rédacteur du Point, déjà. Il faut qu'il soit prudent. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, madame, il y a longtemps que je n'avais pas entendu un tel discours et un tel élan de bien-être, d'optimisme. Je crois qu'il faudrait que vous ayez franchement un quart d'heure tous les soirs sur les chaînes télévisées nationales. Ça ferait du bien à tout le monde. Ça donnerait peut-être de bonnes idées à ceux qui nous gouvernent, et en règle générale, je ne fais pas de politique, mais simplement transmettre cette bouffée d'espoir que vous avez pendant presque une heure transmis à tout le monde. On ne peut pas savoir le bien que ça fait. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. Mais justement, c'est amusant que vous disiez ça parce que j'ai déjeuné la semaine dernière avec la rédactrice en chef de la revue de la NRF, qui est la revue de Gallimard. Et il y a un numéro en novembre qui va sortir, et la revue m'a demandé un article sur les livres interdits aux États-Unis. Vous savez que dans les bibliothèques américaines, on supprime des livres, parce qu'on ne veut pas que les gens les lisent. Et donc j'ai écrit sur les livres interdits. 1984 est souvent en haut de la pile. Donc évidemment, 1984 et La Ferme des animaux font partie quasiment de toutes les listes des bibliothèques qui interdisent des livres. Donc j'ai fait un article là-dessus, mais j'ai débordé de 1984 et j'ai parlé de manière générale de l'interdiction des livres depuis les autodafés du Moyen-Âge et tout. Et ce que ça veut dire d'interdire l'accès aux livres, c'est pas pour rien. C'est parce que dans les livres, il y a tout ce qu'il nous faut pour être des citoyens avertis et des êtres humains accomplis. Donc, lisez des livres. Voilà. Et cette jeune rédactrice en chef me disait « Ah, mais il faudrait que tu fasses une émission à la radio et tout. » Alors, je pense que si vous vous liguez tous les deux, peut-être que j'ai ma chance. Ben alors, il faut, si vous voulez, moi je peux répondre à des questions ou discuter d'autres choses. Je vous en prie, n'hésitez pas, puisque je suis là. C'est le moment. Tout le monde est super timide. Non, c'est vrai. Les lycéens, vous n'avez pas un truc à demander? Ah, voilà, quand même. Vive la jeunesse. Bonjour, déjà je souhaite vous remercier pour votre conférence qui était très intéressante. Je m'appelle Camille, je suis au lycée Pierre et Marie Curie à Menton. Il faut que tu mettes ton micro plus près parce que sinon les gens devant vont pas t'entendre. Déjà je souhaite vous remercier pour cette conférence qui était très intéressante. Je m'appelle Camille, je suis au lycée Pierre et Marie Curie de Menton. Ma question est la suivante, est-ce que vous pensez que la nouvelle génération porte un regard différent sur la littérature ou pas? Oui, bien sûr qu'elle porte un regard différent, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'autres activités qui vous prennent votre concentration, vous avez vos téléphones, bien sûr, vous êtes sur les réseaux, évidemment que vous n'avez pas le même rapport au livre. Mais je pense qu'en fait, c'est à l'école qu'on peut rencontrer les livres. Et par exemple, moi je trouve dommage qu'on lise des extraits et qu'on ne lise pas les livres entiers.
Et ça, je me suis toujours battue contre les extraits. Dans les programmes de l'éducation nationale, on vous fait lire des extraits. Mais un extrait, c'est pas un livre. Un livre, c'est des mois de travail. Moi, j'ai mis parfois 2 ans pour écrire un livre. Donc, on développe son propos. Un extrait, ça donne qu'une facette. En fait, il y a 1000 facettes. Donc, pas lire un livre en entier, c'est pas se plonger dans l'univers aussi qui est proposé par l'auteur. Mais vous savez quoi ? Moi, je pense qu'il va y avoir un retour de bâton et que d'ici quelques années, vous allez en avoir tellement ras-le-bol de vos téléphones que vous allez revenir au livre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce ping-pong de l'immédiateté, des 3 minutes, des 3 secondes, c'est insupportable en fait. On n'a pas le temps de se poser et notre esprit nous réclame un peu de calme de temps en temps. Et le livre est un espace dans lequel on peut s'enfoncer comme dans un bain délicieux. En fait, quand on est dans un livre, moi, ça m'arrive parfois, j'ai hâte d'arriver au soir parce que j'ai un livre qui m'attend. Dans la journée, j'ai pas le temps, j'ai des milliers de trucs à faire. Mais le soir, je sais que je vais retrouver mon livre et que je vais pouvoir profiter de la lecture pour me retrouver, moi, avec cet exercice qui consiste à lire un livre, mais le lire aussi moi-même, ce que je vous disais tout à l'heure, l'écrire avec l'auteur. Et ça, je trouve que je suis persuadée que le livre ne mourra pas. Et je suis sûre qu'on va y revenir d'une manière ou d'une autre. Mais par exemple, moi, j'ai un fils qui a 22 ans, qui était un très grand lecteur. Et aujourd'hui, il lit beaucoup moins. Mais quand même, je lui ai offert Don Quichotte et j'ai vu qu'il l'avait commencé. Ça m'a fait plaisir. Et parfois, je lui dis, mais mon chéri, arrête, laisse ton téléphone, abandonne ça, lis un livre. Il me dit, mais je lis. Je lui dis, mais tu lis sur ton téléphone. Donc dès que tu as une notification, non, ne lis pas sur ton téléphone, lis dans un vrai livre papier. Bon, je sais que quand on a été un grand lecteur, on ne perd jamais cet amour de la lecture. Mais franchement, c'est normal, parce qu'on dit les jeunes et leur téléphone. Mais je voudrais bien vous voir, vous, avec votre téléphone. Moi, je suis dessus toute la journée. Je suis exactement comme les jeunes, c'est-à-dire que c'est un objet totalement, ça nous happe complètement. C'est impossible de résister à cette attraction du téléphone. C'est impossible. Donc, vieux comme jeunes, on est tous tombés dans le pot de confiture. Mais je pense qu'un jour, il va y avoir, vous irez au fin fond du Morvan, faire une cure de déconnexion. D'ailleurs, c'est un de mes romans d'anticipation, parle de ça. Il y a un jeune chercheur qui a un robot et on l'envoie dans une zone blanche où il y a 0 connexion. Et évidemment, il se retrouve lui-même, il se réapproprie son existence. Donc, et puis parce que, encore une fois, les écrivains sont peut-être les rares personnes qui expliquent le monde, en fait. Et quand on est jeune, on a besoin qu'on nous explique. C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir une pensée propre, c'est compliqué. C'est aussi pour ça que souvent les gens se laissent entraîner par une figure dominante. L'idée du chef, l'idée de quelqu'un qui va nous dire quoi faire. Mais c'est mieux quand on décide par soi-même aussi. Et cette figure du chef autoritaire qui peut être... Vous avez sûrement lu ces sondages qui disent que beaucoup de jeunes aimeraient avoir plus d'autorité. Mais l'autorité n'a pas que des avantages, elle a aussi son revers. Et de toute façon, quelle qu'elle soit, il faut la comprendre. Il faut comprendre pourquoi on nous impose des choses, par exemple. Et est-ce qu'on a le droit de les refuser ? Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on peut trouver dans les livres, parce que les livres, ça apprend aussi la subtilité. Et, encore une fois, ça donne des outils de compréhension du monde. Donc, je ne m'inquiète pas pour la suite. Est-ce que tu lis, toi ? Ouais ? Ça t'arrive ? Déjà, à l'école, vous devez lire. Voilà. Mais... Voilà. Après, moi, je pense que quel que soit ce qu'on lit, alors, évidemment, il y a plein de littérature qui n'en est pas vraiment, qui sont des romans peut-être un petit peu faciles et qui n'ont pas cette exigence. Mais bon, ce qui compte, c'est de rentrer dans une librairie. Après, ça, quand on a tiré le fil, un jour, il y aura quelqu'un qui vous mettra entre les mains le livre qui vous fera vous découvrir. Bonsoir, madame. Donc moi aussi j'aurais une petite question. D'abord je voulais vous remercier pour cette intervention qui, comme ça a déjà été dit, était fort enrichissante mais aussi très positive, alors qu'on parle de Orwell. Et je remercie aussi Inès et Djibril pour cette belle modération avec des questions très pertinentes.
Et d'ailleurs, à une des questions, celle de Gibril en l'occurrence, vous avez répondu que la liberté est gratuite, l'amour aussi est gratuit. Or, l'amour peut être douloureux. Ah, mais ça n'a rien à voir. La douleur fait partie de la vie. La souffrance fait partie de la vie. Ça fait partie des choses qu'on éprouve tous. Mais il peut aussi y avoir un dépassement. De toute façon, chaque émotion, chaque sentiment nous apporte quelque chose. Et dépasser les obstacles, c'est quelque chose qui nous apporte quelque chose, qui nous grandit, qui nous fortifie. Donc bien sûr que l'amour peut faire mal, mais quand on tombe amoureux, on ne voit pas du tout les choses comme ça. On se dit que c'est merveilleux et on est très heureux. Ah, alors après, oui, les histoires d'amour finissent mal, souvent. Mais on l'aura eu, ce bonheur, et personne ne pourra nous l'enlever, même s'il est terminé. Merci pour cette belle réponse. Monsieur. Joël Bouer, je me permets de rebondir sur un moment où vous disiez que quand on écrit un livre, il y a l'écrivain, on l'écrit à deux, il y a l'écrivain et le lecteur. Ça c'est après, le lecteur il vient en deuxième. Il vient en deuxième, oui. Et vous justement, dans votre façon d'écrire, comment votre écriture a évolué face à l'évolution du lecteur ou le lecteur que vous voulez capter? Est-ce que vous captez toujours le même type de lecteur? Et comment vous avez fait évoluer votre écriture à travers de ce que vous venez de dire? Ah oui, c'est une question intéressante. Moi, j'écris pas pour les lecteurs. En fait, vous ne pouvez pas penser au lecteur quand vous écrivez. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est interdit. Vous ne pouvez pas penser au lecteur. Il faut penser à personne. Vous savez que vous allez être lu parce que vous écrivez pour être lu. Moi, j'écris jamais pour ne pas être lu. Je sais que je serai lu. Mais je ne peux pas penser au lecteur. C'est pas possible, ils sont innombrables, je ne peux pas le définir. Donc j'écris parce que je veux dire quelque chose. Comprenne qui pourra. Je lance quelque chose, le lecteur, il l'attrapera ou pas. Ou il attrapera autre chose que je ne savais pas avoir mis dans mon livre. Parce que ça arrive aussi. Vous n'avez pas vu que vous aviez mis ça, et pourtant, ça y est, et le lecteur l'a vu. Donc, quand vous écrivez, vous ne pensez jamais au lecteur. Et ça, je peux vous dire que c'est tous les écrivains. Après, moi, j'ai été assez surprise de m'apercevoir que mon écriture s'était complexifiée, alors que j'aurais pu croire qu'elle allait se simplifier en vieillissant. Eh ben non. Et j'arrête pas de me dire, reviens à ta manière originelle d'une écriture beaucoup plus limpide, beaucoup plus claire, beaucoup plus accessible et tout. Et en fait, je pense qu'au fond de moi, je veux que mon écriture soit complexe parce que je veux que les gens qui lisent aient une phrase qui les remplisse, enfin qui soit pas tout de suite facile, accessible et simple à lire. Je veux qu'ils aient une longue phrase bien nourrie, bien complexe, etc. Et qu'ils la comprennent jusqu'au bout. Que jamais ils soient perdus et qu'ils se disent « Ah bah dis donc, en voilà une belle phrase ». Non, mais ils ne vont pas se le dire. Mais quand vous lisez, en fait, ça agit sur vous, vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe, en fait. Mais c'est après, quand vous avez refermé le livre, que ça a infusé, que ça a déposé en vous. Et ça, le lecteur, il ne le sait pas, mais il le sent. Il le sait pas consciemment. Mais en fait, il le reçoit. Donc, au fond, de toute façon, je ne peux pas changer ma façon d'écrire. Dans un livre comme celui-là, qui est un livre assez didactique, où je veux dire des choses. Oui, là, c'est important. Je n'écris pas un roman, là, j'écris un essai. Donc, je veux que ce soit percutant. Mais quand j'écris un roman, finalement, je peux me laisser aller un peu à la phrase proustienne que j'admire. Mais si vous lisez Proust, vous vous apercevrez, on dit que Proust est difficile. C'est faux. Proust est extrêmement clair dans ses phrases. Mais c'est une phrase extrêmement limpide. Tout est compréhensible. C'est juste des phrases très longues. Et avec des digressions infinies. Mais la phrase proustienne est extrêmement limpide.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, que ce soit toujours... Mais ça, on ne se rend pas compte, c'est les lecteurs qui me le disent. Moi, je ne me rends pas compte de la manière d'écrire, c'est ma manière à moi, mais je n'ai pas de regard dessus. C'est très difficile de savoir, quand les gens me disent ci ou ça, que ce qu'ils aiment c'est ci ou ça, je suis toujours surprise, parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Ça, c'est... je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je voudrais, à la fin de cette conférence, vous faire une petite réflexion. Et je dirais qu'ici, à Menton, nous vivons quelque part, un peu, la fiction d'Orwell. Sachez que vous avez bien voulu nous faire part de votre réaction face à la beauté de cette ville, la beauté de ce campus, l'utilité de ce campus. Sachez que, à l'heure actuelle, en 2025, certaines personnes, candidats d'ailleurs, pour certains, à la prochaine élection municipale, souhaitent la disparition de ce campus. Ça pourrait être la prolongation de 1984. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Bien sûr, le savoir et la culture sont les ennemis des pouvoirs totalitaires et autoritaires. Parce qu'une fois de plus, un établissement comme celui-ci forme des jeunes filles et des jeunes hommes à devenir des citoyens qui vont comprendre et qui vont savoir aussi. Et ça, c'est important. Le repli sur soi, c'est toujours une défaite. Et c'est vrai que quand on a une ville comme la vôtre, ce serait dommage de se priver d'un bel établissement. Ouais. Oui, parce que ça fait aussi rayonner la ville. Ça fait rayonner Menton. Moi, quand je fais passer les oraux de Sciences Po et que les candidats, ils font 2 vœux, ils demandent 2 campus. Et quand on leur demande où est-ce que vous voulez aller, et ils disent à Menton. Et quand on leur dit pourquoi, et qu'ils l'expliquent, c'est toujours passionnant de savoir, de comprendre les raisons, d'entendre les raisons qui les poussent. Ils jouent leur avenir, hein. Ils ne disent pas n'importe quoi quand ils sont à l'oral. Ils ont réfléchi avant. Et ce qu'ils disent, pourquoi est-ce qu'ils veulent venir en Menton, c'est toujours extrêmement pertinent. Et c'est aussi un campus, comme vous le savez, qui est dédié à la culture méditerranéenne. Et ils savent tous à quel point c'est aujourd'hui, dans la situation géopolitique, important, cette région du monde. Tellement important. Donc, et c'est important de comprendre les enjeux. Et je pense qu'ici, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il faut que ça reste, bien sûr. Chacun de ces élèves devient, à l'issue de ces 2 années d'études à Menton, un ambassadeur de Menton quelque part. En plus, bien sûr. Dans un poste qu'il aura intégré quelque part dans le monde. J'ai jamais entendu autant par... Ouais. Extraordinaire pour une ville comme Menton. Ouais, c'est vrai. Jamais n'aurait pu espérer pouvoir disposer d'un instrument. Ouais. Pardon pour le terme, il n'est pas beau. Oui, d'un outil. Mais moi, j'ai jamais entendu autant parler de Menton que depuis que je fais passer l'oral de Sciences Po. C'est vrai, hein. Et je peux vous dire que c'est un campus qui est souvent mis par les étudiants. Ben oui, oui, bien sûr. À vous de jouer. Allez, les jeunes. Merci beaucoup pour cette intervention. Ouais, merci. Je suis un professeur honoraire de lettres classiques. J'ai été très intéressée par votre conférence et j'ai retenu 2 choses. En tant qu'ancienne enseignante, donc le mot, il faut penser par soi-même. Et j'ai aussi, je vous ai beaucoup apprécié quand vous avez parlé de la pauvreté du langage des élèves. Or, il se trouve que même si je suis à la retraite depuis 23 ans, je m'occupe encore d'élèves. Et je me rends compte que le niveau, depuis 20 ans, a baissé d'une façon extraordinaire. Quand je vois que de mon temps, on donnait au baccalauréat de français 4 livres
à lire en fonction des thèmes. Maintenant, non. On lit un livre et on est sûr d'être interrogé à l'oral sur ce livre. Il est donc normal que les notes soient bonnes. Autre exemple de pauvreté du langage, en troisième, le livre de grammaire en ce qui concerne le degré d'adjectif. Je parlais encore avec mes élèves de collège de comparatif, d'égalité, de supériorité, d'infériorité. Maintenant, non. On parle de degré faible, peu, de degré d'égalité, avec même aussi de degré de fort. Il est très intelligent, par exemple. Je suis vraiment désolée de voir cela. Comment peut-on apprendre à penser par soi-même si on ne donne pas aux élèves de tout âge les moyens de pouvoir exprimer sa pensée? Alors, madame, je vais vous faire une réponse qui va peut-être vous surprendre. Moi, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a toujours cette force qu'elle avait à chaque génération. Et qu'il ne faut pas désespérer de la jeunesse. Et il ne faut pas considérer que les jeunes d'aujourd'hui sont moins ci, moins ça. Ils sont différents, c'est vrai. Mais ils ont... Écoutez, moi j'enseigne à Sciences Po, j'en vois des jeunes, beaucoup. Alors évidemment, Sciences Po, c'est le meilleur du meilleur, je sais. Mais quand même, ils ont 18 ans. J'ai des enfants qui ont des copains. Chez moi, il y a tout le temps plein de jeunes. J'enseigne à la fac aussi. La sélection est moins rigoureuse qu'à Sciences Po. Mais quand même, je trouve qu'ils se débrouillent drôlement bien. Et certes, ils n'ont pas eu la même formation, c'est vrai. Mais je le vois avec mes enfants. J'ai une fille qui détestait lire. Je ne sais pas si c'était en réaction contre sa mère, elle ne lisait pas, elle. Maintenant, elle fait une thèse d'esthétique. Elle n'y lit plus que des essais de philo, en anglais en plus, et en français. Donc je me dis, il ne faut jamais désespérer de la jeunesse. Et je peux vous dire que quand ces professeurs, rendons grâce aux professeurs, vraiment, tous les professeurs que j'ai eus qui m'ont poussé, encouragé, je ne remercierai jamais assez les professeurs, en particulier ceux de lettres classiques. Mais quand j'étais convoquée et qu'on me disait qu'il allait falloir que je réfléchisse à un CAP pour ma fille, parce qu'elle ne ferait jamais d'études, et que je la vois aujourd'hui en thèse, je me dis qu'il faut toujours y croire et qu'il faut penser aussi que les jeunes ont cette capacité à aller chercher les choses. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est complètement différent, on vit dans un autre monde, et c'est difficile pour nous qui avons vécu le monde d'avant de comprendre la révolution qui est en jeu. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune raison que l'humanité, tout d'un coup, subisse une brusque chute et qu'on devienne des imbéciles. Ça se fera autrement, c'est vrai. Et on peut regretter, moi aussi je regrette qu'on ne lise plus Guerre et Paix, qu'on ne lise plus... mais je suis sûre qu'ils ont lu Les Trois Mousquetaires, ou qu'un jour ils le liront, parce que c'est tellement génial. Quand on tombe dedans, c'est si formidable qu'on ne peut plus le lâcher. Donc je pense qu'en fait il faut résister. Moi, ce qui m'aide à le faire, c'est parce que je suis au contact de jeunes gens et que je les vois, et que je suis émerveillée par ce que les textes qu'ils écrivent, vraiment. Et je peux vous assurer que, bien sûr, je les conseille, bien sûr, je les aide, bien sûr. Je leur dis, faites attention à votre vocabulaire, faites attention aux mots que vous employez, lisez davantage, etc. Mais on est là pour ça. On est là pour les aider. On est là pour leur tenir la main. Et je pense qu'il faut leur faire confiance aussi, parce que c'est leur société qu'ils construisent. C'est eux qui vont vivre dedans. Nous, on ne sera plus là. Et ils vont devoir avoir... ils vont trouver les armes. Et quand ils s'apercevront que peut-être elles sont dans les livres, ils liront. Je vous assure, madame, j'en suis persuadée. Je suis sûre, parce que si on... Enfin, il ne faut pas insulter l'avenir, vous savez, on dit ça. Il ne faut pas insulter l'avenir, il ne faut pas insulter la jeunesse. La jeunesse, c'est eux qui vont devoir vivre dans le monde de demain, et je pense qu'ils y arriveront. Je comprends très bien ce que vous dites. Moi aussi, je déplore que les jeunes lisent moins et qu'ils écrivent peut-être moins bien et tout. Mais vous savez, il se passe quelque chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, ils écrivent énormément. Parce qu'avec leur téléphone, ils écrivent beaucoup. Et à un moment, ils sont obligés de rechercher du vocabulaire. Parce qu'à force de vouloir dire des choses par écrit, on est obligé à un moment de... Vous savez, le langage soutenu. Hein ? Eh bien, ils savent ce que c'est, le langage soutenu.
Et ils sont tout à fait capables de faire la différence entre un SMS à une copine et quand ils écrivent. Donc je pense qu'en fait, les professeurs dont vous avez fait partie sont là pour... Alors peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une démission et que tout part à volo. Mais on a encore des enseignants merveilleux et je pense qu'ils comptent beaucoup pour les élèves aujourd'hui. Vaste sujet. Un professeur qui a 9 sur 20 à un CAPES. Donc je suis un peu désespérée parce que j'ai été un professeur, je me suis donné corps et âme pour mes élèves qui me le rendent encore très bien maintenant. Et je me dis, là je suis tout à fait avec George Orwell. Le lavage du cerveau, on commence déjà à le voir, ne serait-ce dans l'appauvrissement de l'enseignement. Voilà ce qui fait mon désespoir. Mais bien sûr, je comprends ce que vous dites et en même temps, je pense qu'il y aura toujours des professeurs qui illumineront leur classe et qui feront que les élèves auront envie, vraiment, je vous assure. Enfin, moi, c'est comme... Ah oui, ça c'est un autre problème. Je propose que les colloques de Menton l'année prochaine. Les jeunes sont obligés de faire partie à mi-temps. Et maintenant, ces textes-là même sont remis en cause parce que l'intelligence artificielle supplante l'action même de construction des phrases et leur donne la possibilité, en 2-3 mots, d'établir un texte qu'ils peuvent envoyer, qui est assez bien construit, etc., mais qui n'est pas de leur ressort. Ouais, mais croyez-moi, quand ils auront vraiment quelque chose d'important à dire, ils l'écriront avec leurs mots à eux. Ils ne demanderont pas à une intelligence artificielle. Pour l'instant, bon, je sais pas, on va pas partir sur ce sujet. Peut-être simplement un commentaire, une réaction avant la dernière question. Il nous faudra terminer pas trop longtemps, après 20h15, pour celles et ceux que ça intéresse, acquérir l'ouvrage et puis le faire dédicacé par Madame Isabelle Jarry. Je ne pouvais pas ne pas rebondir sur les propos de Monsieur Jean-Marie Thomasy. Vous imaginez bien ce que j'en pense. Je ne suis pas du tout objectif en vous disant que je soutiens ce magnifique campus où j'ai étudié, où je travaille. J'ai un amour infini pour cette institution, mais ça c'est tellement évident que je ne vais pas revenir dessus. Mais sur le point de les étudiantes et les étudiants qui quittent ce campus, et ils sont aux alentours de 180-200 à quitter Menton pour voguer vers d'autres horizons, une année à l'étranger, puis un master à Paris, puis un travail. Figurez-vous que, donc c'était, on est quel jour aujourd'hui ? Jeudi. Hier et aujourd'hui, nous étions avec 10 étudiants à Toulon pour les rencontres stratégiques de la Méditerranée organisées par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Nous étions reçus hier soir au fort du Cap Brun par le préfet maritime de Méditerranée dans sa résidence pour une réception. Un prix littéraire a été remis, le prix littéraire géopolitique, des mains du chef d'état-major de la marine. Et ensuite, il y a eu un petit cocktail sympathique, il faisait frais, la rade de Toulon magnifique. Et là, je tombe, mais j'étais à milieu de m'imaginer qu'il était là ce soir-là, Monsieur Mansour Marzouki, un camarade de promotion avec qui j'étais ici en 2007, de nationalité saoudienne, qui est devenu un grand docteur en sciences politiques et en relations internationales, à la tête d'un centre d'études stratégiques en Arabie Saoudite, un centre qui est hébergé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite. Et j'ai surpris la conversation qu'il avait en parfait français avec le chef d'état-major de la marine, donc l'un des 3 plus hauts gradés aux côtés de l'armée de terre et de l'armée de l'air et de l'espace de notre pays. La France est, je vous le rappelle, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le chef d'état-major de la marine lui dit « Mais c'est quand même dingue. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Saoudiens qui s'expriment aussi bien dans notre langue. Comment se fait-il que vous parliez ainsi le français ?» Et c'est là qu'il lui a révélé, figurez-vous, j'étais étudiant à Menton. Ah bon ? À Menton ?
étudiant, Menton, ça va ensemble dans une même phrase, ça? Oui, oui, figurez-vous qu'il y a un campus de Sciences Po où j'ai vécu et j'ai étudié pendant 2 ans. Et c'est ce qui m'a permis d'apprendre le français. J'ai ensuite poursuivi en master à Paris, puis en doctorat à Lyon. Et me voilà maintenant basé à Riyad, en Arabie Saoudite. Tout ça pour vous dire que, et je suis sûr qu'il y en aurait plein, des anecdotes comme ça, mais Menton arrive à l'oreille de personnes comme celle-là, grâce à ces anciennes étudiantes et à ces anciens étudiants qui œuvrent dans les fonctions qui sont les leurs, un peu partout dans le monde, mais aussi en France. Et donc voilà, ça m'a fait penser à cette anecdote et je voulais que ça soit concret. Donc on revient peut-être pour une dernière question, si jamais il y en a. Non, et peut-être en conclusion, parce que je ne vous ai pas livré cette anecdote tout à l'heure, Isabelle Jarry vous parlait des entretiens d'admission que nous faisons passer aux candidats. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Nous étions membres d'un jury, donc nous avions sur une après-midi 6 entretiens à faire passer, 3 entretiens, puis une pause, puis 3 autres entretiens. Quand on fait passer des entretiens, on n'a pas la possibilité de discuter, de faire connaissance. Mais simplement, à travers les questions qu'elle a posées et peut-être les questions que j'ai posées, une forme de rapprochement, de complicité est née. Et au lieu de prendre une pause, on a discuté. Et c'est là que s'est scellé l'accord de l'inviter à Menton. Et l'occasion s'est prêtée aujourd'hui. Donc c'est une belle histoire. Merci beaucoup d'avoir eu cette bonne idée.